Bonjour et bienvenue sur Littéral. Alors, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas posté, et après avoir seulement fait 2 podcasts, on pourrait se dire que j'avais presque abandonné, mais je tiens d'abord à rassurer les gens qui ont écouté. Le deuxième podcast a juste été plus long à écrire et à programmer, et il s'avère que j'ai eu des soucis à côté. J'ai une année qui a été très très chargée sur plein de points, ce qui fait que j'ai beaucoup moins eu le temps de me pencher dessus. Donc le podcast numéro 2 sur Vampire est toujours en cours de travail, je tiens à rassurer les gens. Il devrait être enregistré normalement d'ici 3-4 semaines et donc sera posté dans la foulée, je pense d'ici un mois il devrait être disponible, j'aimerais bien le rendre disponible avant les fêtes de Noël. Si je voulais parler aujourd'hui, c'est parce que c'est pour un autre projet, toujours dans ce podcast de Littéral, qui me tient à cœur depuis pas mal d'années, c'est-à-dire revenir sur mon expérience en tant qu'organisateur et maître du jeu, notamment sur le jeu de rôle Grandeur Nature. Donc ce que je propose en fait, c'est de revenir sur cette expérience, ces expériences en fait, de manière un peu plus libre que sur le podcast de recherche, là où il y aura quand même un angle d'analyse, mais j'en reparlerai un peu plus tard dans le podcast. Le principe ici ne va pas être forcément de donner des conseils au sens où on l'entend d'habitude. D'abord parce que c'est toujours un peu particulier de donner des conseils à d'autres maîtres du jeu. Là, c'est plus comment je conçois la création et pourquoi je cherche en fait à essayer de répondre moi-même à des questions qui me sont très très personnelles lorsque je crée du jeu de rôle ou que je crée du Grandeur Nature. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, le faire sous forme de podcast, ce serait plus intéressant pour moi, parce que justement ça permettrait bien d'offrir aux gens quelque chose d'un peu plus clair, selon moi en tout cas, euh, quant à ce que j'ambitionne à chaque fois que je crée quelque chose. Donc comme vous pouvez le remarquer, bien sûr, hein, là il y a beaucoup plus de coupes, je suis un peu plus libre. Je fonctionne là avec des notes beaucoup plus qu'avec un texte écrit. J'y reviendrai, mais là mon but c'est quand même surtout de pouvoir me livrer et livrer des anecdotes et des informations de manière un peu plus concrète, réelle. Et donc je pensais que écrire tous mes textes à l'avance c'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais si vraiment à l'écoute c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter ou à supporter, n'hésitez pas à me le dire en retour, et puis bah, dans ce cas-là je mettrai un peu plus d'écriture dedans. Et puis bah, ça risque par contre d'augmenter la durée en fait de post entre 2 podcasts à ce sujet. Donc, d'abord et avant tout, il faut quand même que j'essaie d'expliquer d'où je parle, d'où est-ce que je viens. Et donc pour ça, il faut faire un tout petit rapide résumé de mon expérience avec le jeu de rôle. J'ai commencé le jeu de rôle assez jeune. J'ai tendance à dire que je l'ai commencé vers 6 ou 7 ans sur les premiers écarts, parce que à l'époque en tout cas, j'avais déjà cette notion de jeu de rôle par le truchement de jeux de société, et notamment le jeu HeroQuest, et en fait toute la dynamique qu'il impliquait, pour moi c'était déjà une base de jeu de rôle. Il y avait déjà une forme de jeu de rôle qui était faite à l'époque. Mes premières vraies expériences avec le jeu de rôle arrivent lorsque j'ai 10 ans, en fait, avec un ami avec lequel je fais du sport, de l'escrime à l'époque. Donc vers 10 ans, c'est pareil, je vais commencer à devenir joueur. Et puis vers 12 ans, je vais commencer à masteriser pour mes copains du collège, en fait, différents jeux. Et puis tout ça va nous amener petit à petit, année après année, vers le jeu de rôle sur table concret. Donc là, je vais bien sûr avoir les différents jeux de rôle les plus communs et les plus connus. Je vais avoir une très très grosse période avec le jeu de rôle Seigneur des Anneaux qui est sorti en 2001, au moment des films, 2001 ou 2002. Et puis je vais avoir pareil une très très grosse période sur le jeu de rôle Warhammer, puisqu'à l'époque les jeux de rôle sont assez difficiles à obtenir de base. Et donc bah, pour les acheter, ça devient un petit peu plus complexe, on va dire. Donc voilà, je suis pas du tout tombé dans l'escarcelle Donjons et Dragons par exemple, c'est un jeu de rôle que j'ai pas joué avant des années, bah tout simplement parce qu'à l'époque où je commençais vraiment à m'y intéresser, j'avais pas beaucoup d'argent, et que Donjons et Dragons me paraissait très très cher, puisque de base il y avait à l'époque, je crois que c'était la version 3 ou la version 3.5, mais en tout cas il y avait beaucoup de livres. Et bah, disons que pour un achat
d'un Warhammer où j'avais les règles, les personnages, etc., il fallait que j'en achète 3 pour Donjons et Dragons. C'est un souvenir que j'ai de l'époque, même si c'est peut-être un peu nébuleux, mais je sais que c'était une problématique assez matérielle à l'époque. Pour le jeu de rôle grandeur nature, donc pour ceux qui l'ignorent ce que c'est que le jeu de rôle grandeur nature, tout simplement c'est du jeu de rôle, sauf au lieu d'être autour d'une table, vous devez incarner votre personnage physiquement. Alors, il y a des systèmes qui peuvent contrebalancer le système de jet de dés, il y a des systèmes de compétences aussi qui peuvent se rapprocher d'un jeu de rôle sur table, mais on va dire que le but est beaucoup plus porté sur une forme d'interprétation du personnage, même si on va essayer de créer des moyens de parfois jouer avec la réalité. Donc ça, voilà, c'est tout bête, mais c'est une base un peu importante pour essayer de définir ce que c'est que le grandeur nature. Alors, ma première approche avec le grandeur nature se fait lorsque j'ai 18 ans. Je commence à essayer de me rapprocher de certaines personnes pour différents buts, notamment des buts de création à l'époque de fiction. Et en fait, j'apprends à ce moment-là qu'il y a dans ma ville une chronique de jeu de rôle grandeur nature sur Vampire la Mascarade. Et je me rapproche de ça dans un premier temps pour ce but fictionnel, et puis finalement, comme c'est du jeu de rôle et que j'en pratique depuis des années, je vais me pencher dessus. Donc ma première approche, c'est ça. Elle se passe pas forcément très très bien, et on va pas se mentir, de base, j'en suis en grande partie responsable, mais c'est pas sur ça que j'ai envie de développer l'idée, c'est juste pour bien prendre en compte cette option, parce que les gens avec lesquels je vais découvrir le grandeur nature à cette époque sont ceux qui vont devenir mes joueurs sur ma première expérience d'organisateur. Et c'est important pour moi parce que, en fait, ça va me motiver à essayer de prouver quelque chose à ces gens-là, parce que justement, ils ne m'ont connu que en tant que joueur, avec les défauts que j'avais à l'époque, et cette volonté de prouver quelque chose à eux comme à moi-même, pour moi, va être le moteur qui va me faire me lancer dans l'aventure après de l'organisation de Drakeris a posteriori. Bon, maintenant que tout ça s'est posé, c'est quoi Drakeris ? Alors, quand j'en entends parler moi à la base, j'en entends parler en 2014-2015, et Drakeris en fait se monte à l'époque au niveau des joueurs, et je parle bien au niveau de la perception des joueurs, comme un projet qui va se monter en parallèle, en opposition commerciale on va dire, d'un autre GN, Candoria. Alors, je reviendrai peut-être un jour sur ces différences, et notamment cette opposition entre les deux, mais le principe, c'est qu'ils vont partager un format qui, à l'époque, est un format qui se fait peu en France, qu'on appelle le format d'IMAS LARP ou gros GN. Ça dépend encore une fois à qui on demande, mais en gros, l'idée, c'est d'avoir un jeu de rôle grandeur nature dont les ambitions sont beaucoup plus énormes en termes de joueurs. C'est-à-dire qu'on essaye de créer un scénario ou un ensemble dans lequel les joueurs ne vont pas être, on va dire, le héros de leur propre histoire, mais plus un rouage dans une énorme machine qu'est l'histoire globale. Je pense que si je devais résumer, ce serait à peu près quelque chose comme ça. Donc Drakeris à la base, j'y suis donc avec cette équipe de gens avec lesquels je jouais à Vampire avant, et eux veulent passer à autre chose par rapport à Candoria pour plein de raisons, et donc découvrent cet autre GN qui a la promesse d'un scénario écrit, d'un développement de personnages, et l'idée que on va essayer de mettre beaucoup plus d'influence et beaucoup plus de pouvoir entre les mains des joueurs. Et donc ça les intéresse beaucoup parce que justement, cette promesse d'écriture et de scénario, je vais dire quand même de qualité supérieure, c'était ce qui était vendu au moins à la base, c'est ce qui va attirer les gens. Alors, la problématique qui se passe déjà à ce moment-là, c'est que on voit qu'il y a une notion de perception. J'y reviendrai à un moment parce que je vais essayer d'aller chercher justement d'anciens joueurs à moi pour voir comment eux percevaient l'univers, comment ils essayaient de lui donner corps, et comment moi, en tant qu'organisateur, je me retrouvais à devoir essayer de donner corps à cette image. Et ça, c'est des choses qui peuvent être un peu problématiques avec le temps, mais j'y reviendrai bien sûr dans d'autres podcasts, c'est pas le seul dont je vais parler par rapport à Drakeris. Là, sur cet opus précisément, et sur ce podcast précisément, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment je suis passé du statut de joueur à celui d'organisateur. Donc, pour plein de raisons, à l'époque, ce qui est choisi par l'ensemble du groupe, c'est d'aller dans une faction qui a une inspiration très forte asiatique.
Moi de base je suis pas très très fan de ça, mais il y en a qui sont très très fans, il y en a d'autres qui savent pas trop, et on va dire que bah, ceux ayant envie de quelque chose, forçant l'indécision des autres, on se retrouve à jouer dans cette ambiance-là. Cette faction asiatique se découpe en 4 grandes mini-factions, avec chacune une inspiration majeure d'un peuple d'Asie de base. Donc vous avez les Tensho qui sont des Japonais en fait, les Foshan qui sont plus ou moins des Chinois, les Kanbator qui sont des Mongols, et le peuple de Dharma qui sont un espèce de mélange entre du perse et d'autres petites choses. Alors moi déjà, mon premier souci avec tout ça, c'est que non seulement il y a un côté très fanatique même du monde asiatique qui en ressort, et j'aime pas tellement quand on transpose trop dans un univers de fantasy des cultures qui sont très très proches de notre monde, sans aller jusque sur des terrains plutôt politico-philosophiques d'appropriation culturelle. Je trouve toujours qu'on tombe très rapidement dans le cliché, et ça va pas louper, puisque justement, par exemple, Dharma, c'est quelque chose qui est très lié à l'hindouisme, c'est une notion religieuse à la base, donc ça c'est le seul exemple que j'ai en tête, mais il y avait d'autres trucs qui rentraient aussi en ligne de compte. Donc déjà de base dans cette faction asiatique, pour des raisons, on va dire, de simplification, je pense, il y a déjà de base quand même une espèce de côté, ah bah tiens, je vais chercher un nom, je vais regarder à droite à gauche, qu'est-ce qu'il y a qui fait vaguement Asie, vaguement Perse, etc. Ah bah tiens, ça peut être cool. Et puis la personne va le prendre, va l'envoyer, et puis voilà. Donc déjà, voilà, moi personnellement, j'ai du mal avec cette notion d'aller chercher des cultures autres pour en faire une œuvre à part. Mais y a, nous, notre idée, dans le groupe dans lequel je suis le plus proche, duquel je suis le plus proche, c'est d'essayer de s'orienter vers la faction donc, de Dharma, qui est la faction, on va dire, qui est orientée par la Perse. Pour faire très simple, c'est une faction de Perse. Et notre organisateur de l'époque nous impose le fait de porter des masques. Et très clairement, il nous dit juste, bah voilà, les Dharma, ils portent des masques. Et c'est vrai que quand on regarde les vidéos promotionnelles avant, dont la vidéo de trailer d'avant, on voit que bah y a pas cette idée de masque. Donc très clairement, c'est une idée qui vient de l'organisateur de base, qui nous envoie un peu comme ça. Et là, je vais avoir un premier problème avec cette notion, puisque bah, sur le fond, en fait, on découvre assez rapidement que ce truc des masques, bah, en fait, c'est très inspiré du jeu de rôle L5R, qui est donc les 5 anneaux. Ou je sais plus exactement. Oui, c'est ça, The Five Ring en fait. Je crois que c'est ça. Par exemple, vous voyez, le fait que je suis complètement déconnecté du côté jeu de rôle, j'ai un peu du mal. Je sais qu'à la base c'est un jeu de cartes et tout, et donc je sais que dans ce jeu en tout cas, il y a une faction asiatique qui a comme particularité de porter des masques. Ne me demandez pas laquelle, je sais pas particulièrement, mais en gros, sur les designs et autres, ils sont représentés avec des masques. Je ne sais pas pourquoi ils en ont dans le jeu de rôle, je pense que ça a une explication, mais quand notre organisateur nous lance ça comme ça, il ne se prend pas la peine de nous expliquer l'intérêt pour lui. C'est juste, bah tenez, prenez ça et puis débrouillez-vous avec. Mes co-joueurs sont légèrement agacés par cette idée, parce que l'idée de se retrouver avec un masque pendant tout le GN, c'est pas leur truc, c'est une contrainte physique supplémentaire. Alors, on pourrait y revenir, il y a d'autres peuples, hein, bien sûr, qui se retrouvent avec des contraintes bien supérieures, mais c'est vrai que quand tu signes pour, on va dire, un truc un peu orienté, quoi, que tu te retrouves avec une espèce de contrainte comme ça, c'est un peu plus complexe. Et donc, la première chose que moi, je vais faire là-dedans, c'est que, bah, comme je vois mes potes, en fait, en train de gueuler sur cette idée, je vais essayer de trouver une raison. Je vais essayer de trouver une raison à ce truc de masque, et je propose donc à l'organisateur, je propose de dire bah, est-ce que tu sais pourquoi? Il dit oh, non. Ok, est-ce que si moi je te propose une raison à ça, au fait de porter des masques, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on le mette et qu'on l'inscrive directement dedans, quoi? Et le mec me dit plus ou moins ouais, pas de souci, quoi. Et donc je commence la rédaction. Alors, l'écriture de la rédaction du pourquoi des masques, et c'est là le premier point vers lequel je vais essayer de m'orienter, c'est en fait d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un peuple, de base, va essayer de se masquer le visage. Alors, il y a plusieurs images du masque avec le temps. Si on remonte à la tradition la plus ancienne qu'on connaisse vraiment, c'est par rapport au théâtre grec, et c'est pour essayer de représenter quelqu'un.
On va se masquer pour représenter un dieu, pour représenter une puissance autre. On a bien sûr l'image dans notre monde très orienté avec le côté latin, grec, les deux représentations de la tragédie et de la comédie qui sont ces deux masques, il y en a un qui sourit, l'autre qui a l'air de pleurer. Ça c'est l'image traditionnelle, l'image d'Épinal même qu'on a du théâtre. Les autres raisons, ça peut être pour des questions de pudeur, mais généralement quand c'est des questions de pudeur, on va pas porter un masque, bien plus traditionnellement on va porter un morceau de tissu dans les traditions en fait dans lesquelles ça arrive. Alors je tiens à le dire aussi tout de suite, cette tradition de pudeur par exemple, c'est absolument pas commun. Je sais qu'à l'heure actuelle on a tendance à beaucoup l'orienter vers le monde musulman. Non, pas du tout, hein. Le simple fait par exemple de mettre un voile à la mariée, c'est ça à la base, et donc vous voyez que c'est pas du tout un héritage arabo-musulman. Donc on se retrouve un peu dans cette optique, dans cette espèce de réflexion, et donc moi à partir de là je me dis ok, donc je vais prendre un peu le principe de ce peuple asiatique, et je vais essayer de lui donner une espèce de résonance, je vais essayer de creuser un peu ce travail, et donc on va arriver à une espèce de réflexion sur qu'est-ce que c'est que ce peuple. Eh bien, quand je me penche dessus, je vois que ce qui a été écrit et ce qui est ressorti en tout cas, c'est le fait que c'est un peuple qui est divisé en castes. Alors, ce que je vais vous dire là maintenant, c'est un peu des souvenirs que j'en ai, mais de mémoire à l'époque en tout cas, les castes ne sont pas vraiment définies. On sait qu'il y a une division en castes. Je crois qu'il y a la division, la caste des guerriers, etc. Ils ont défini les grands axes. Mais c'est moi qui vais, dès le départ, essayer d'implémenter une idée de couleur pour chaque caste. Et en fait, le masque, à partir de là, devient un héritage familial. Et c'est là où moi j'essaye d'y voir un intérêt, c'est-à-dire que si on est dans un monde de caste, et un monde de caste non pas basé sur le revenu des individus, mais plus sur une position sociale, ça veut dire que par exemple, un membre de la caste des militaires peut être à la fois un général ou un soldat de base. Et ça, je trouve ça intéressant parce que justement, le général et le soldat de base, ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas les mêmes ancêtres. Donc déjà, en fait, partir du principe d'un code couleur pour les castes et d'un masque qui va réussir à montrer le statut social au sein même de la caste, c'est une idée qui me touche et qui m'intéresse beaucoup. Donc par exemple, le soldat de base, son masque, il va avoir une base, sur lequel le rouge qu'il va mettre dessus, ça va juste être du rouge tout simple, avec des pigments de base, parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement. Par contre, quelqu'un qui est beaucoup plus riche, qui vient d'une famille au sein de la caste militaire qui a des moyens, il va y rajouter par exemple des rubis, et toute une sorte de code de couleur pour essayer de montrer que, ok, je suis de la même caste que toi, mais je suis pas du tout le même individu que toi. Et donc à partir de là, en fait, les masques, ça devient le moyen de montrer une image aux autres personnes et d'identifier immédiatement quand vous parlez à quelqu'un à qui vous avez affaire. Et ça c'est bien parce qu'en GN c'est un truc qu'on a tendance à perdre assez facilement parce que la personne qui va se parler face à vous, vous n'allez pas regarder le nombre de couleurs qu'elle a sur son costume parce que concrètement ça peut juste être est-ce que le joueur lui-même a les moyens de se mettre un costume qui représente ce qu'il est censé être. Est-ce que le joueur lui-même a mis les moyens? Et donc en fait vous pouvez vous retrouver avec un paysan qui est bien plus représenté et représentant d'une caste riche parce que le joueur a plus de moyens que celui d'en face, et un roi ou un chef qui va juste avoir une couronne en plastique ou en latex parce que le joueur a moins de moyens. Et donc cette problématique-là, pour moi, se résout un peu avec le masque, et donc on arrive sur une situation où en fait on prend tout l'inverse de la symbolique du masque, normalement, qui est censé être « je dissimule qui je suis ». Et là, en fait, à partir du moment où la personne porte son masque et que vous savez décoder les choses, vous savez immédiatement, quand vous voyez le masque, à qui vous avez affaire. Vous savez de quelle caste il vient, vous savez quels sont ses moyens, vous savez s'il a une histoire longue ou non, parce que c'est pareil, si vous héritez du masque de votre ancêtre, si votre masque il a l'air ancien, qu'il porte plusieurs marques, que vous voyez qu'il y a eu des choses qui se sont passées, vous savez qu'il appartient à une vieille famille qui appartient à cette caste depuis des années. Et de la même manière, dans une situation où la caste a pu changer, ça se voit aussi sur le masque. Vous voyez aussi que s'il y a du rouge et du bleu,
eh bien peut-être que ses ancêtres appartenaient à une autre caste. Et donc vous avez comme ça toute l'histoire de l'individu qui est retracée sur son masque. Alors, c'est un truc qui peut paraître un peu bête, un peu stupide, mais c'est vrai que pour moi, c'était une manière de contourner, de retourner en fait la chose. Et pour moi, c'était plus intéressant que juste dire, bah vous portez des masques H24 parce que c'est plus sympa comme ça, quoi. Ensuite, ça permet de revenir un petit peu sur une notion religieuse, c'est-à-dire que pour moi, à partir de là, il y a l'idée, l'approche que le peuple de Dharma, étant donné que c'est un peuple qui vit par les castes, doit y avoir une relation aux ancêtres et aux descendants qui doit être très très forte. Cette relation avec les ancêtres, ça vient du fait que si vous êtes dans une caste, c'est pas parce que vous l'avez décidé, c'est parce que vous êtes né comme ça, vous êtes né dedans. Alors il y a une autre raison à l'existence des castes, j'y reviendrai plus tard, dans un autre podcast qui traitera notamment les problématiques de cohérence de l'univers, mais à ce moment-là, je suis pas encore là-dedans, là mon but c'est juste d'essayer de définir quelque chose. À ceci, d'ailleurs, je voudrais rajouter un petit point qui, moi, je trouve est assez pertinent pour la suite, c'est le fait que, donc, dès le départ, je commence en tant que joueur à adopter une attitude de créateur pour répondre à un manque. Et je pense que c'est un peu ça qui va définir tout ce que je vais faire par la suite au sein de Drakiris, mais même au sein d'autres GN, c'est le fait que j'arrive à voir, alors, j'arrive à voir tout de suite quel est le problème, quel est le manque, et je vais essayer de le résoudre. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que pendant très longtemps, on n'a plus de nouvelles de l'organisateur. Je lui ai envoyé mes remarques sur les masques, sur les ancêtres aussi. J'ai commencé à creuser sur le truc des ancêtres. Et puis donc, on n'a pas de nouvelles de lui pendant pas mal de temps. Et en fait, on n'a pas de nouvelles de lui jusqu'au stade où je finis par lui écrire en disant bon, écoute, est-ce que si t'aimes pas mon idée, dis-le moi. Enfin, c'est pas la première fois que je propose quelque chose sur du jeu de rôle et qu'on me dit non. Et en fait, la personne me dit bah non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, Drakiris m'emmerde, je me casse. Donc il décide de claquer la porte pour des raisons sur lesquelles je reviendrai pas parce que ça le regarde et puis que même en fait je suis même pas sûr d'avoir eu toute l'histoire à l'époque. Mais il décide de partir et il va aller se retrouver sur le GN Candoria en orga principal. Et donc il y a une espèce de place qui est laissée vacante comme ça d'organisateur, sachant qu'il y a d'autres orgas sur l'univers de Xao, mais en tout cas la personne qui était en charge du groupe de Dharma, qui compte 27 personnes quand même à ce moment-là, elle est plus là, il y a un manque qui se crée en fait par rapport à ça. Et à ce moment-là, je commence à réfléchir. Je commence à réfléchir parce que je suis en rémission d'une maladie un petit peu compliquée, j'ai eu un ulcère en fait, et j'ai pas de travail, je me fais un peu chier la journée, et la première chose que je me dis à ce moment-là, c'est tiens, est-ce que je pourrais essayer d'aller dans ce truc-là, est-ce que je pourrais essayer de... Donc j'appelle un ami à l'époque au téléphone, et je me souviens plus ou moins de comment commence l'appel téléphonique, parce que ça m'avait marqué. Je l'appelle en disant « Écoute, je crois que je vais faire une connerie. » Et il me dit « Ouais, je crois que tu vas devenir l'orga. » Et donc on commence à discuter, et comme je l'ai dit en fait à l'époque, je sais que là je vais devenir l'orga de mes amis. Et pour partie d'entre eux, et puis pour les autres, en fait, je vais devenir l'organisateur, alors que j'étais le joueur, que j'étais le gamin qui leur marchait sur les pieds, qui les faisait chier, etc. quand je jouais, et donc je commence déjà à être dans un système de pression interne et intérieure, parce que je me dis, en fait, il faut que je prouve quelque chose. J'ai quelque chose à prouver avec cette histoire. C'est pas la première occurrence où j'ai failli devenir organisateur, il y en a une autre, mais je pense que j'en parlerai un autre jour, parce que on est sur un truc un peu plus drama et j'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans sur ce podcast. Donc là, vraiment, c'est la première fois où je sais que si je dis oui, si je signe, je vais me lancer dans une aventure comme ça. J'ai un peu du mal à me faire à l'optique à l'époque. Je sais que donc je vais avoir 27 personnes à gérer. Je sais aussi également que le GN, il y a 500 personnes. Que la plupart des organisateurs sont en train d'y réfléchir à ce moment-là, en 2015, depuis au moins 1 an et demi. Je crois que ça fait à peu près 1 an et demi, c'est ça que les choses sont posées. Ça fait quelques mois que les préinscriptions sont ouvertes, etc. Donc en fait, je sais que je vais rentrer dans une machine qui est déjà lancée. Et ma première idée, c'est de me dire, ok, on est au mois de juillet,
j'ai le temps, j'ai encore l'énergie, je sais que je peux le lancer, je peux me lancer dans cette expérience. Et à partir de là, je vais signer pour Drakiris, et donc je vais passer du statut de joueur à celui d'organisateur. Et donc, dès le départ, cette position dans laquelle ça me met, c'est un peu particulier, parce que je débarque dans une organisation avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience, et toutes les choses que je vais remarquer, que j'ai déjà commencé à remarquer, je vais les tasser en fait, parce que dans mon optique, je suis petit jeune qui débarque, je dois apprendre. Et c'est vraiment une espèce d'optique un peu professionnelle, et c'est vrai que pour moi c'était comme une expérience professionnelle. Je débarque dans un environnement, je ne le connais pas, j'observe ce qui se passe, j'écoute ce qu'on me dit, et les manquements que je vais voir, je vais essayer d'y résoudre moi-même. C'est important pour moi de dire ça, parce que justement il y a cette idée que dès le départ je rentre dans une optique où j'essaye de froisser personne. J'essaie de contenter un peu tout le monde. Et en essayant de contenter tout le monde, on va vite se rendre compte que c'est un problème. Donc, sur ce podcast, je vais continuer parce que pour moi, je ne suis pas encore organisateur à ce moment-là, je suis encore joueur. J'ai encore la mentalité d'un joueur. La mentalité de l'organisateur, elle va arriver après, elle va arriver dans les premières déconvenues. Vraiment, je ne veux pas essayer de développer ici ce que c'est que Drakiris, parce que c'est pas le propos concret de ce premier épisode de podcast. Ce que je veux essayer de définir pour moi à ce moment-là, et ce qui pour moi va me porter vraiment beaucoup plus, c'est de me dire, d'accord, je vais dans cet univers de GN, parce que je dois répondre à un besoin, parce qu'on a un orga en moins, parce que je sais que je veux écrire sur ce truc-là pour mes amis, et en même temps, je sais aussi que c'est une attitude que j'ai peur d'avoir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se retrouve dans d'autres situations, c'est je veux pas être la personne qui va donner des choses à ses potes en mode, bah, vous êtes pote avec l'orga, je vous connais, donc je vais vous donner plein de trucs. Et ça va créer le système inverse. Donc j'y reviendrai aussi sur ça, parce que ça, ce sera vraiment le moment du passage en tant qu'orga. Mais en tant que ce petit chamboulement de joueurs à orga qui va durer à peu près 2 mois, ce qui va se passer en fait, c'est qu'à ce moment-là, j'arrive, je lis tout ce que j'ai à disposition. Je lis la carte, je lis les documents, je lis tout, absolument tout, je me penche sur les trucs, et en 3-4 semaines, je pense avoir fait un tour d'horizon d'à peu près tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qui a déjà été écrit en tout cas. Et c'est là où, première chose, c'est que je me rends compte qu'effectivement, j'ai pas le même rythme que les autres, parce que je fonctionne pas forcément bien en collégial. C'est-à-dire que moi j'ai une idée, je vais la poser sur le papier, je vais l'écrire, je vais la développer, et je vais l'envoyer, quoi. J'attends pas forcément d'avoir des validations, je questionne les autres, je participe à toutes les réunions possibles, et donc cette espèce d'excès de motivation-là fait que, très rapidement, je fais un espèce de tour d'horizon intellectuel de tous les trucs. Et l'autre aspect, sur lequel je vais un peu me tirer une balle dans le pied, c'est que je crée le jeu que je veux pour jouer avec mes joueurs. Et là, ça c'est un premier conseil que je donne. N'essayez pas de jouer avec vos joueurs, dans le sens, n'essayez pas de tricher avec ce que vous savez qu'ils vont faire. Parce que vous perdez une notion de base, à savoir le côté distancié. Vous êtes plus dans l'attente d'une réaction de vos joueurs que dans juste le fait de leur dire « je vous offre ça, jouez avec ». Et donc mon premier défaut, et pour moi qui est un défaut d'ancien joueur, c'est le fait de dire « je vais essayer de les trickster ». Je vais essayer de faire ce que je pense qu'ils attendent de moi pour en fait leur montrer un truc qui est totalement l'inverse. Et ça, c'est un truc qui va me poursuivre tout le long de l'organisation. Toute la première année jusqu'au moment du GN, ça, c'est un truc que je vais avoir en tête. Et qui est une erreur de base, parce que mon but à ce moment-là, c'est d'essayer encore une fois d'être dans la volonté de prouver quelque chose. C'est-à-dire que j'arrive en disant « regardez, je vais vous montrer, je sais faire ». Je vais vous montrer, je sais que vous flippez de tel truc, mais je vais vous montrer qu'en vrai, je vais faire mieux que ce que vous pensiez de moi. Et que je suis mieux que ce que vous pensez de moi. Et donc, à partir de là, déjà, vous avez un espèce de système où vous essayez de vous mettre en opposition par rapport aux attentes des gens, alors que la seule chose qu'en gros, que les gens attendent, c'est de jouer, en fait. Et donc, par exemple, je décide d'écrire un gros PNJ
un PNJ énorme, qui est plus ou moins le plus grand guerrier jamais vu, enfin le héros, le chef absolu. Et le but de ça, à ce moment-là, pour moi, c'est de dire à tout le monde que c'est moi qui vais l'incarner. Et en fait, ce que je ne dis pas quand je fais ça, c'est que, en fait, ce personnage qui est dans plein de backgrounds, qui est lié à plein de personnages, et donc à plein de joueurs, en fait, ce personnage-là, que les gens vont côtoyer sur le GN, en fait, c'est un traître. Je reviendrai dessus plus tard quand j'aborderai vraiment les fondements de l'univers de Dracarys et tout, mais retenez juste cette idée pour le moment, ce personnage-là, c'est un traître. Et dans ma tête, ce que je me dis à ce moment-là, c'est « Ah bah oui, mais en fait, mes joueurs, ils vont le voir, ils vont se dire « Ouais, bah ok, en fait, il s'est juste fait le perso qu'il avait envie d'avoir, il l'a fait péter de pouvoir, il fait juste dans une réponse à son ego. » Et donc moi, dans ma tête, à ce moment-là, quand je crée ça, je crée le truc en me disant « Ok, ce que je veux, c'est réussir à obtenir quelque chose, genre les joueurs qui vont se dire « Ah la vache, je suis tellement surpris par ce retournement de situation. » Mais vous voyez que là déjà, encore une fois, je suis dans une optique, c'est complètement une erreur ce que je suis en train de faire, parce que je crée ce personnage uniquement pour une réaction que je veux avoir de mes joueurs au moment de la révélation. Et ça, pour moi, avec le temps, c'est une mauvaise idée. Parce que, en fait, ça veut dire que, très bien, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête, et qu'est-ce qui se passe si, dès que les joueurs arrivent sur le terrain, ils savent tout de suite que le gars est un traître? Bah en fait, ils savent déjà que le gars est un traître, aucun intérêt pour eux, ils passent à autre chose. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas le fumer, ou parce que ils vont essayer de le fumer, ça va pas marcher. Et en fait, tout un pan de l'histoire que je suis en train de décrire ne tient que sur un seul personnage, et sur la réaction que je pense que vont avoir mes joueurs vis-à-vis de lui. Et donc, par rapport à ça, là où par contre, pour moi, donc là j'ai parlé d'un point négatif, je vais parler d'un point positif qui va amener à quelque chose de négatif derrière. À partir de là, moi ce que je veux aussi, c'est essayer de créer le plus de liens possible. Tout le mot à ce moment-là des chefs de Dracarys, c'est de dire on n'est pas sur un mass LARP, on est sur un gros GN, il faut que les backgrounds soient liés, il faut que les personnages soient liés. Et je vais faire ça. Et ça, c'est la deuxième chose que je vais essayer de faire et que je vais réussir à faire, c'est-à-dire que je vais créer des liens et il faut que chaque personnage qui soit sur le terrain ait au moins 3, 4, 5 liens avec d'autres. Et en fait, à un moment, par exemple, donc moi, je gère surtout la partie d'Arma, mais ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que je suis un gars de Xiao, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'écris ce personnage, ce PNJ, et j'essaye de me dire, mais je vais pas l'intégrer que à Dharma, je vais l'intégrer à Tencho aussi. Et donc, j'essaie d'écrire le perso en me disant, bah voilà, ok, c'est bon, il va y avoir quelque chose qui va se passer avec ce truc-là, ça va être cool. Et puis en plus, si j'arrive à le mettre un peu sur Tencho aussi, ça va créer des trucs. Et en fait, à ce moment-là, l'optimisme que j'ai me fait tout de suite aller voir les joueurs de Tencho et leur dire, regardez, j'ai écrit ce truc-là. Enfin, j'ai même pas, c'est pas comme ça que je le tourne. Je le dis en disant, je vais voir une joueuse de Tencho, je fais, c'est qui toi, t'es bien celle qui joue la chef, ouais. Ok, c'est cool, j'ai une super idée pour ton perso va avoir un cousin. Et donc, je sors le truc comme ça. Et en fait, la joueuse réagit super mal en mode, mais vas-y, tu pourrais me demander avant, enfin machin, tout ça. Et donc, en fait, je me retrouve à me retrouver un petit peu porte-à-faux vis-à-vis de cette personne, qui tout de suite va dans l'accusation en disant, mais qu'est-ce que tu fous, etc. Et c'est vrai que ça casse un peu mon optimisme sur le coup. Parce que, en fait, je viens pour essayer de lier des trucs et tout. Et là, on arrive à un problème qui va naître, là, à ce moment-là, et qui va être, pour moi, une mauvaise gestion que je vais avoir. C'est-à-dire le fait que va y avoir une cassure à ce moment-là très nette, et donc très très tôt, en fait, dès le mois d'août, donc un an avant l'événement, entre les joueurs de Tencho et moi. C'est-à-dire que les joueurs de Tencho, suite à ce truc-là, vont écrire à un autre coorga à moi, en lui disant, mais on comprend pas pourquoi il nous dit ça, en plus lui il s'occupe de ses dharmas machin, qui reste avec ses dharmas, nous on est... Voilà. Et donc il y a un des joueurs Tencho, je sais, qui va appeler l'autre et lui dire, bah écoute, voilà, pourquoi il vient nous répondre. Et en fait, il va y avoir ce moment-là où l'autre coorga va dire, bah écoute, j'ai eu ça comme retour, occupe-toi uniquement des joueurs de dharma, puis moi je gère le reste. Ce qui est un souci, on le verra, c'est qu'en fait, à partir de là, j'accepte, et là, je vais arriver sur le dernier cran sur lequel je vais terminer ce premier épisode de podcast, qui est quand même
pas mal long. Je vais arriver sur le dernier cran pour moi qui est un problème et qui va être ma transition entre le joueur et l'orga. Et c'est ça d'ailleurs qui pour moi va créer mon statut d'orga au sein de Dracarys plus que celui de joueur. C'est que quand je débarque la première fois sur cette organisation, je remarque que le défaut de la plupart des organisateurs, et quand je dis que c'est un défaut, faut pas le prendre en mode, pour moi c'est quelque chose qui peut être réparé, c'est quelque chose qui peut être soigné, c'est juste un défaut comme on a des qualités et des défauts, mais le principal défaut des organisateurs que j'ai en face de moi à ce moment-là, hormis quelques-uns très spécifiques, c'est le fait qu'ils sont tous dans un statut de joueur orga. Et là je m'explique. Un peu comme ce qui était ma peur à moi et où je vais aller dans le sens complètement inverse. C'est-à-dire, je ne veux absolument pas qu'on ait l'impression que je favorise mes joueurs parce que c'est des amis. Les autres vont les favoriser, mais la manière dont ils vont les favoriser, ils ne s'en rendent pas compte à ce moment-là. C'est parce qu'en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de créer un jeu et un amusement pour leurs joueurs. Or, dans mon optique à moi, mes joueurs sont les 500 joueurs de Dracarys. Dans leur optique à eux, et c'est ce qu'on me demande de faire, leurs joueurs sont les joueurs des groupes qu'ils gèrent. Ce qui fait que, en fait, il y a des demandes de joueurs que je trouve tout à fait logiques. Par exemple, j'ai un joueur qui me demande très vite, ok, on est une faction un peu Perse-Égypte, etc., on nous parle de pyramides, voilà. Est-ce qu'on peut... déjà, voilà, est-ce qu'on a des trucs du genre des pyramides, est-ce qu'on a des constructions comme ça, est-ce qu'on pourrait faire de la nécromancie, est-ce qu'on pourrait faire des trucs un peu dégueux, machin. Et en fait, je vais voir les organisateurs chefs, et en fait, à chaque fois que j'arrive avec une idée comme ça, on me répond 9 fois sur 10, non, ça c'est pas vous, c'est les autres. C'est-à-dire que la nécromancie, on me dit, non, la nécromancie, c'est pas tes péons là, c'est tel peuple qui a la nécromancie. Pareil, tel personnage qui... Voilà, les pyramides et tout, non, les pyramides, c'est tel peuple. Et en fait, au fur et à mesure, on retire toute idée de substance au peuple que je suis censé organiser, au profit d'autres. Et très rapidement, en fait, ce qu'on me fait comprendre, c'est que mes persos, ils sont dans une position de semi-PNJ du monde, quoi. C'est-à-dire que les pouvoirs qu'ils sont censés avoir dans le lore, ils ne les auront pas, parce que s'ils les ont, on considère qu'ils sont trop puissants, mais dans le même temps, les autres ont le droit d'être trop puissants, parce que justement, il y a cette optique de « oui, mais le jeu n'est pas fait pour être équilibré ». Et cette notion qui est pour moi essentielle, que le jeu n'est pas fait pour être équilibré, même aujourd'hui encore quand je l'explique, pour moi elle repose sur un énorme souci. C'est-à-dire que au moment où je vous parle, et je le dis de manière tout à fait neutre et sans essayer d'y mettre d'affect ou de subjectif, je ne suis pas capable de vous dire pourquoi on avait expliqué que, par exemple, les elfes étaient ultra puissants. Dans cet univers, on m'expliquait que les elfes pouvaient faire de la magie de combat façon éclair de chaîne. Mais l'explication derrière, c'était... Bah oui, mais en fait, ils ont des dragons avec eux. Sauf que quand on regarde la logique du monde, et j'y reviendrai dans un prochain podcast, ils n'ont pas de dragons avec eux. Et donc toute cette logique, tout ce principe, cette création, en fait, fait que à chaque fois, les gens ont peur de la puissance que pourrait avoir un joueur sur le terrain qu'il ne contrôlerait pas. Et ça, pour moi, c'est essentiel parce que vous allez avoir des groupes dans lesquels il n'y a aucun souci. Le chef du groupe, c'est le roi de ton royaume. Et vous allez avoir des groupes où on va dire « Non, on ne veut pas que toi, tu sois le chef d'une armée, on veut que la personne qui est là, à ce moment-là, c'est juste un péon, et si je lui crache à la gueule, je lui crache à la gueule. » Et ça, pour moi, c'est essentiel pour comprendre toute la suite des problématiques qui vont arriver, et le fait que je suis encore joueur quand on me dit ça. Parce que quand on me dit ça, quand on va me dire non, le premier réflexe que je vais avoir, ça va être de dire « d'accord ». Et à force de voir ces choses avoir lieu à côté, à droite, à gauche, et me rendre compte qu'en fait, c'est un peu comme si tout le monde... Enfin, c'est un peu comme si on ouvre un coffre à jouets dans une salle,
que tout le monde s'est servi dans le coffre à jouets, et qu'à la fin, quand t'arrives et qu'il n'y a plus rien, et que tu dis, bah ouais, mais moi j'ai plus rien, j'ai plus aucune bille, on me dit, bah oui, mais on va pas créer des jouets en plus. Et donc à ce moment-là, c'est là où arrive l'étape de négociation. Et c'est là pour moi où je vais devenir organisateur, c'est que c'est là où je vais commencer à mettre les gens, et ça c'est un truc que j'ai développé avec Dracarys, je le fais encore les années suivantes, mais c'est un truc que je vais développer avec Dracarys, c'est à partir du moment où on me met dans un corner, on me met dans une situation où on me dit, bah non mais c'est mort, il n'y a plus de jouets, et puis on en a déjà créé plein et tout, je vais dire, ok, le créez pas, c'est moi qui vais le créer. Ne créez pas ce truc-là, parce que, ok, j'ai compris, vous avez trop créé de trucs, vous avez trop de variantes, vous en avez trop en tête, c'est moi qui vais le faire. Et cette idée-là, cette option-là, cette dynamique-là, pour moi, c'est le moment où je vais passer vraiment de joueur à orga. C'est-à-dire que il va y avoir cette idée que si vous avez un manque quelque part, quelque chose que vous n'avez pas pris en compte ou que vous ne voulez pas prendre en compte, c'est pas grave, je vais le faire. Et donc, en fait, à partir du moment où je vais remplir ce manque, où je vais transformer, on va dire, ce qu'on m'impose en opportunité, pour moi, je vais commencer à devenir organisateur de GN. Donc voilà, pour moi, la transition va se faire sous 2 mois environ. Et voilà, pour moi, ce que je voulais faire, c'est-à-dire conclure un peu cet épisode de podcast. Alors, pour ceux que ça intéresse, les prochains podcasts, je vais aborder un peu l'idée de comment on donne du corps à un univers comme ça, notamment vis-à-vis des joueurs. Et je vais parler de la difficulté aussi de concevoir un univers et de le faire comprendre aux autres. Et ça, j'y reviendrai et je le développerai beaucoup parce que c'est un point sur lequel je voudrais vraiment beaucoup revenir dans l'Iterol. C'est aussi pour ça que les podcasts de Vampire et d'autres JDR dont je vais traiter sont importants pour moi parce que c'est vraiment ça pour moi l'essence d'un jeu de rôle. C'est l'idée de se dire je vais écrire sur un univers mais je vais m'arranger en plus pour qu'il soit tellement cohérent que normalement tous ceux qui le lisent vont le comprendre. Ce qui marche pas forcément, mais c'est le but à la base pour moi et c'est ce qui est une des grandes différences avec l'écriture de romans. Et donc ça c'est quelque chose que je développerai ensuite, c'est-à-dire et donc je pense que le prochain podcast ce sera sur ça. Si vous écoutez, que vous avez participé à Dracarys, quel que soit le camp dans lequel vous étiez ou autre, envoyez-moi des retours, ça m'intéresse. Je vais essayer de limiter au maximum tous les aspects de drama qu'il pourrait y avoir sur une organisation pareille. J'en ai cité un tout petit peu ici, mais vous voyez, je cite pas les noms, ça m'intéresse pas, c'est pas mon but, en fait j'ai pas de compte à régler. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je préfère être très clair, surtout à la fin de ce podcast. J'ai travaillé sur les 2 opus, les 2 premiers opus de Dracarys. Donc tout ce qui s'est passé ensuite, j'y ai ma patte sur certains points, j'y reviendrai peut-être, mais je suis parti en claquant la porte. Et je suis vraiment parti en claquant la porte. Je peux expliquer pourquoi, et je pourrais expliquer pourquoi, mais si je dois l'expliquer, je l'expliquerai de manière tout à fait neutre. Y a déjà des choses qui ont commencé à perler dans ce que vous avez pu écouter là sur les 45 minutes que va durer le podcast. Très clairement, dans toute l'optique qui est la mienne à ce moment-là, de toute façon, je viens pas régler des comptes. Je viens plus essayer de voir un retour d'expérience, et c'est ce que je vais faire tout au long des différents podcasts un peu hors série de l'Iterol sur justement mon expérience d'organisateur. C'est comme vous avez vu là, c'est par exemple sur ce podcast-là, je traite comment mon cerveau a changé du statut du joueur à celui d'organisateur. En sachant que c'est un processus que je considère comme étant long et qui finit pas forcément toujours, mais c'était important pour moi de le préciser. Ça permet aussi de faire un bilan, parce que ça va faire maintenant bientôt 10 ans que je suis organisateur de GN. Comme je l'ai dit, j'ai une première expérience avant, qui est intéressante, mais qui est beaucoup trop drama comique, donc je sais pas si j'en parlerai tout de suite. N'hésitez pas, si vous avez envie que je parle de cette première expérience, c'est avec un GN qui s'appelle Game of Thrones et qui est considéré encore aujourd'hui comme un des pires GN de France. Ça a été le premier moment où j'ai plus ou moins touché du doigt l'organisation. Ça a été une catastrophe ce truc. J'étais pas organisateur sur l'événement, c'était encore pire. Mais bref, je vais pas en revenir maintenant, mais voilà. Donc, si vous avez écouté, en tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, ce que j'ai dit, voilà, si vous avez envie de me faire des retours, parce que vous avez été orga sur Dracarys, parce que vous avez été joueur sur Dracarys, parce que vous avez juste envie de parler de ce que ça a été cette expérience, parce que mine de rien,
commencer en étant organisateur d'un GN de 500 personnes ou participer à une organisation où il y a un GN de 500 personnes, ça reste quelque chose de monstrueux en termes de dynamique. Et ça, j'y reviendrai aussi. C'est-à-dire que pour moi, en fait, Dracarys, la même chose qu'un blockbuster dans le monde du GN. C'est-à-dire que tout est censé être plus gros, donc en fait, vous perdez forcément des choses que vous allez avoir à gérer. Et donc tous ces aspects-là, je vais en parler en fait, puisque j'ai connu le très gros GN, j'ai connu le GN tout petit, et je montrerai en fait comment je suis passé de l'un à l'autre, qu'est-ce qui fait que je me suis projeté au fur et à mesure du temps. Donc voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas, bien abonnez-vous, que ce soit sur Spotify, sur YouTube ou sur SoundCloud, enfin sur tous les endroits où j'enverrai ce podcast. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à passer sur le Patreon. Patreon qui est sur uniquement Litérol, et puis ben, je vous retrouverai que ce soit sur YouTube, sur l'Entre du Chroniqueur ou sur Spotify justement uniquement pour Litérol, avec plaisir pour la suite. Donc le prochain épisode que je sortirai, ce sera sur Vampire, et je ne sors pas l'épisode 2 sur Dracarys avant de sortir l'épisode sur Vampire. Voilà, donc j'espère que ça vous a pas trop déplu ce côté un peu tchatch. Je suis désolé si effectivement c'est un moment où je peux avoir plus d'hésitation, des trucs comme ça. C'est un peu dommage, peut-être pour vous. Moi c'est plus simple, ça me permet de faire un truc un peu plus au feeling, et ça m'évite de perdre beaucoup plus de temps à l'écrire avant. Alors j'ai des notes bien sûr, mais voilà, j'essaie de faire au mieux. Et je pense que voilà, mon compteur me dit que ça fait 46 minutes que je suis en train de parler, donc je vais couper là. Je vous remercie en tout cas vraiment beaucoup de m'avoir écouté, et dans tous les cas, j'espère vous retrouver bientôt pour un autre podcast. Merci beaucoup, au revoir.